Mais avant cette question, l'accord sur le climat sera-t-il contraignant ou pas? La France et les États-Unis ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, à 2 semaines tout juste de la conférence de Paris. Pour le chef de la diplomatie américaine John Kerry, le résultat de la COP 21 ne sera en rien contraignant d'un point de vue juridique. Réponse de François Hollande, l'accord sera contraignant ou il n'y aura pas d'accord. C'est donc une ressource naturelle essentielle mais menacée. L'eau va sans doute devenir un bien rare. On parle même déjà d'or bleu. Un homme rêve de relever l'un des plus grands défis de l'humanité, vaincre cette pénurie d'eau dans des zones très arides. Ce sourcier des temps modernes est notre invité. Bonsoir Alain Gachet, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez mis au point une méthode révolutionnaire pour détecter les réserves d'eau en sous-sol, ce qu'on appelle les aquifères. Et vous êtes l'auteur de ce livre, L'homme qui fait jaillir l'eau du désert, à la recherche de l'eau profonde. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, votre destin a basculé en juin 2012, il y a 3 ans et demi, en plein désert de Sirte, en Libye. Racontez-nous ce que vous voyez à ce moment. Que se passe-t-il? Alors ça se passait effectivement dans le désert de Sirte, sur un projet pétrolier, parce que je suis d'abord ingénieur des mines et pétrolier, avant d'être chercheur d'eau. Je suis devenu chercheur d'eau par accident, et cet accident s'est produit en 2002, dans le désert de Sirte, où j'ai découvert pour la première fois une énorme fuite d'eau souterraine sur l'aqueduc que Mouammar Kadhafi avait construit pour alimenter en eau potable les zones côtières de la Libye. Alors le procédé, cette première observation m'a permis de mettre au point un système révolutionnaire qui a permis réellement d'abord de rentrer de plein pied dans la crise du Darfour et d'apporter de l'eau au camp de réfugiés. C'était mon premier baptême du feu, si je puis dire. Et ensuite, de fil en aiguille, j'étais entraîné dans une aventure, quelquefois bien malgré moi, bien au-delà de ce que je pouvais imaginer, parce que le procédé s'est révélé être extrêmement efficace. Ouais, alors concrètement, pour qu'on comprenne bien, vous avez décidé, d'ailleurs c'était il y a 13 ans et non pas 3 ans, donc 2002, pardonnez-moi pour l'erreur, vous avez donc décidé alors de créer Watex. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Il s'agit quoi? De détecter en fait des eaux profondes via un satellite? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. J'ai mis, si vous voulez, dans un système dit système expert, l'ensemble de ma contribution de géologue pétrolier, de géophysicien et utilisateur des satellites espions américains déclassifiés lors de la chute du mur de Berlin. Et ces satellites très particuliers, les satellites radars, permettent de pénétrer un volume de sol qui m'a permis, cette pénétration m'a permis de faire la liaison entre ce que me donne la sismique profonde et ce que me donne l'information proche du sol. On vous voit notamment ici travailler en Afrique. Vous avez donc découvert des réserves d'eau au Soudan, dans la région du Darfour, vous l'avez dit, en Somalie aussi, en Éthiopie, en Syrie, au Togo. Arrêtons-nous sur Turkana, au Kenya. Vous y avez fait une découverte assez surprenante. Racontez-nous. Alors, au Turkana, je devais m'occuper d'abord d'un camp de réfugiés, le camp de Kakuma, de 150 000 réfugiés, donc une très très grosse ville déjà. Et au passage, j'ai découvert qu'autour de ce camp, il y avait un énorme aquifère de la taille de la moitié de la Belgique que personne ne connaissait. 2 fois les réserves du lac Clément. 2 fois les réserves du lac Clément, à une profondeur, donc la profondeur, il a fallu confort pour la découvrir. Chacun savait que c'était une profondeur au-delà des 100 mètres. Effectivement. Et le premier forage a donné de l'eau entre 150 et 200 mètres. On a poursuivi le forage entre 250 et 300 mètres. Et le même forage, au-delà de 300 mètres, l'eau a jailli jusqu'à 330 mètres. Et quand la population de nomades a vu cette eau sortir, ils étaient tout à fait incrédules. Et les plus beaux remerciements me sont venus des femmes à ce moment-là qui ont bu cette eau et qui ont dansé autour de ce puits. Alors, dans l'immédiat, vous dites qu'on peut, à défaut de sauver l'humanité entière qui manque d'eau, on peut en tous les cas sauver des populations civiles. Vous évoquiez les nomades au Kenya. Si on vous suit de l'eau, il y en a en abondance partout dans le monde, en profondeur. Le problème, c'est de l'extraire. Alors, il n'y en a pas malheureusement partout, mais il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Que les réserves souterraines sont 30 fois plus importantes que tout ce qu'on n'a jamais utilisé à la surface de la Terre, lacs et rivières. Autrement dit, l'avenir est là. Et la technologie que j'ai développée permet effectivement d'identifier l'emplacement de ces ressources.
ressources. Oui, mais alors justement, quand on vous écoute, on se dit c'est miraculé. Le problème, c'est que vous n'avez pas l'adhésion de tous les États et pas de toutes les organisations non gouvernementales. Comment vous l'expliquez? Parce que quand on fait des découvertes comme ça, on change la géopolitique régionale, locale et régionale. On change, je dirais, les grands équilibres traditionnels basés sur l'aide, l'assistance, etc. Et que là, on rentre de plein pied, non plus dans l'assistance, mais le développement. Et là, c'est un autre problème, parce que le développement, il faut de l'argent après. Et d'ailleurs, on parle de l'Afrique, mais pas seulement. Dans votre livre, vous parlez de la Chine, vous parlez aussi du Proche et du Moyen-Orient, vous allez bientôt partir en Irak, et vous dites que l'Occident sera aussi confronté à ce problème. Alors, l'Occident sera directement et indirectement confronté à ce problème-là, parce que, je dirais, l'échec de la politique de développement dans ces pays, alors qu'ils ont des ressources qu'il va falloir maintenant montrer, révéler, exploiter, conduit à cette vague de réfugiés qui atteint l'Europe et qui va atteindre l'économie européenne. Et puis qu'à terme, je dirais, en Europe, toute l'eau de surface en Europe est polluée. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le Danube, c'est un désastre. Le Rhin, c'est pas très brillant. Et je dirais que le Rhône, n'en parlons pas, il y a des PCB, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'eau de surface en Europe. Vous avez travaillé dans le secteur pétrolier. Quand vous avez vu la tournure prise par les événements, c'est ce que vous dites, vous avez préféré changer de métier. Aujourd'hui, vous travaillez donc sur cette question de l'eau. On dit souvent que les guerres sont liées au pétrole, notamment au Moyen-Orient. Y a-t-il d'ores et déjà des conflits qui sont attisés par ce manque d'eau? Les guerres, d'une façon générale, elles sont liées au manque de ressources. Tout simplement, le pétrole faisant partie de ces ressources comme les autres. Mais l'eau, on la boit. Le pétrole, on ne le boit pas. L'eau, on la boit. Et je dirais, le manque d'eau est bien plus grave que le manque d'énergie, que le manque de pétrole. Et en quelques mots, Alain Gachet, en Irak, quel est l'objet de votre mission? Eh bien, nous venons de finir la cartographie de tout l'Irak avec ce procédé. Et ô merveille, j'attends les forages pour le prouver, mais on a des objectifs multiples qui sont extrêmement enthousiasmants pour l'avenir. De l'eau dans quelle région? Kurdistan, bien sûr, qui est le grand château d'eau, mais aussi dans le désert occidental, mais elle est profonde. Alain Gachet, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. L'homme qui fait jaillir l'eau du désert à la recherche de l'eau profonde, c'est donc aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci à vous. Merci bien.